Sébastien Soriano, président de l'ARCEP depuis la mi-janvier de cette année. Donc merci beaucoup de nous rejoindre et voilà, je crois qu'on peut l'applaudir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Merci au maire de Deauville pour son accueil. Merci également cher Laurent Beauvais pour nous accueillir dans cette belle région. Je crois que ce que je veux vous dire ce matin, je ne suis pas très bien réveillé, c'est d'abord qu'avant de vous dire des choses, ce qu'on souhaite à l'ARCEP, c'est vous écouter. Vous savez, l'ARCEP, c'est une institution nationale, et ce n'est pas parce qu'elle est nationale qu'elle est jacobine. Et donc, nous avons à cœur à l'ARCEP d'être dans une logique d'aider les acteurs, d'aider notamment les territoires à se saisir de leur sujet, à être en capacité. Ce que nous cherchons, c'est être dans une logique, pour utiliser un mot bien français, d'empowerment. Et donc, je ne suis certainement pas venu aujourd'hui vous délivrer un message assommant, mais au contraire, afficher une écoute. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans ce nouveau mandat qui m'a été confié, un des maîtres mots, c'est l'écoute. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'ARCEP soit à l'écoute des priorités de la nation. À l'écoute, cela veut dire que nous restons une autorité indépendante. Bien sûr, l'ARCEP est indépendante, c'est écrit dans le texte. Nous avons besoin de cette indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il faut, premièrement, un acteur impartial. Vous le voyez tous dans la réalité de vos territoires. Il y a des jeux d'acteurs, des intérêts divergents entre les opérateurs. Il y a des intérêts d'ailleurs divergents potentiellement entre les opérateurs commerciaux, ceux qu'on connaît, et puis certains opérateurs locaux dans lesquels vous êtes vous-même partie prenante. Et donc il est essentiel qu'il y ait un arbitre impartial. Et c'est évidemment là où cette indépendance, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, je crois aussi, cette indépendance, parce qu'il faut garder le cap du long terme. Nous voyons bien, les élus locaux, les élus nationaux sont pris par des mandats, sont pris par une pression, par une attente de leur territoire. Cette attente, elle est évidemment à prendre en compte au premier ordre. C'est évidemment cet impératif qui fait agir notamment les territoires, qui conduit à ces déploiements de réseaux. On ne déploie pas des réseaux pour se faire plaisir, on déploie des réseaux pour apporter quelque chose aux citoyens. Et donc il y a cette pression politique qui est là, qui est présente. Et c'est important que dans ce paysage, il y ait un acteur qui ne soit pas soumis à cette pression politique et qui puisse être le gardien du long terme. Et c'est pourquoi, deuxième raison pour laquelle l'ARCEP a besoin de cette indépendance. Pour autant, cette indépendance ne doit pas être un isolement. Elle ne doit pas conduire à un agenda caché. L'ARCEP n'est pas là pour dérouler une vision qui serait libérale ou concurrentielle à tout crin et qui viendrait se fracasser contre d'autres motifs d'intérêt général, tels que l'aménagement du territoire, tels que l'égalité, tels que des prix abordables pour nos concitoyens. Et donc, ce que je souhaite, c'est que, dans le respect de cette indépendance, nous soyons à l'écoute. Je l'ai dit, à l'écoute du gouvernement, et notamment du plan France Très Haut Débit, qui est porté par ce gouvernement. Imaginez que l'ARCEP commence, à travers sa régulation, à faire des choses qui seraient contradictoires avec le plan France Très Haut Débit. Qu'est-ce que penseraient nos concitoyens d'une administration de l'État qui va à l'encontre d'un projet majeur d'infrastructure qui est porté par le gouvernement? À l'écoute des priorités de la nation, ça veut dire aussi à l'écoute du Parlement. Moi, ce que j'ai indiqué lors de mes auditions, c'est que j'étais vraiment tout à fait disponible vis-à-vis à la fois des parlementaires et des commissions du Parlement, et que je souhaitais autant que possible qu'on puisse s'appuyer sur des consensus transpartisans. Il n'y aurait rien de pire sur un sujet comme les infrastructures, qui sont des sujets de long terme, d'avoir des batailles de clochers, d'avoir des oppositions et des postures politiques qui feraient qu'on ferait perdre un temps fou à nos territoires et à notre pays. Et moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que l'ARCEP puisse s'appuyer sur des consensus transpartisans qui seraient formés notamment dans ces commissions parlementaires. Et puis, bien évidemment, j'en viens à mon point, je dirais, d'aujourd'hui, l'écoute des territoires, l'écoute des élus locaux. C'est vous qui incarnez cette France du terrain, ces attentes. C'est vous qui savez les entendre, les traduire en projets politiques. Et je crois que l'ARCEP doit être éminemment respectueuse de ces dynamiques locales et politiques, et qu'elle doit, comme je l'ai dit en introduction,
être un acteur qui est utile à cette dynamique. Je profite de ce message pour vous dire, mais beaucoup d'entre vous le savent, que donc nous avons à l'ARCEP une nomination à la mission collectivité. Donc le nouveau visage de cette mission va maintenant être incarné par Agnès Domergue, qui est ici présente, donc qui succède à Julie Chabot. Et je compte vraiment sur vous pour lui faire vraiment le meilleur accueil. La mission collectivité, ça n'est pas l'interlocuteur unique, ce n'est pas un guichet unique, on n'a pas compartimenté l'ARCEP, mais c'est un interlocuteur de référence qui peut être une courroie de transmission, qui peut donner de l'information et qui peut être pleinement à votre service. Voilà ce que je voulais vous dire en un mot d'introduction. Peut-être, si j'ai encore 5 minutes, pour rentrer un peu dans le vif du sujet. À propos de ces questions d'intervention des collectivités dans l'aménagement numérique du territoire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des annonces, je ne vais rien vous apprendre, simplement, puisque c'est la première fois que je suis amené à m'exprimer sur ce sujet, je peux vous donner un petit peu mon état d'esprit sur une ou deux choses. La première chose, c'est que je crois qu'on est arrivé à un deuxième âge de l'intervention des collectivités. J'espère que c'est l'âge adulte, et que nous avons passé une période d'adolescence. Alors dans l'adolescence, il y a souvent beaucoup d'incompréhension. Moi, ce que j'ai dit en arrivant à l'ARCEP, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé toujours inacceptable par le passé, c'est cette espèce de procès en illégitimité qui a été fait au territoire. On avait un peu une tradition des PTT dans certains services de l'État, chez certains opérateurs, enfin chez certains acteurs, on va dire, pour ne disait personne, et qu'il y a eu un premier temps dans lequel, en gros, on ne reconnaissait pas au territoire la capacité de se saisir de leur destin numérique. Et je crois qu'il faut absolument dépasser cet état, et je crois qu'il est dépassé. Je crois qu'on a dépassé cet état, et j'ai envie de dire des deux côtés. C'est-à-dire que le côté un peu de certains irréductibles gaulois qui voudraient intervenir sans prendre en compte un écosystème complexe, je vais y revenir, qui entoure les collectivités locales, est dépassé. Et de la même manière, une sorte de mépris jacobin sur le fait que les réseaux, c'était une affaire sérieuse et que, ma foi, c'est certainement pas au territoire de s'en mêler. Il me semble que cet état d'esprit-là aussi est dépassé. Et donc, je pense qu'on va rentrer dans une période de maturité et que c'est dans cette période de maturité que nous devons construire les choses. Et dans ce cadre-là, je crois que nous devons trouver une dialectique entre deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a une réalité, qui est qu'aujourd'hui, les collectivités, les acteurs locaux, sont devenus une pièce maîtresse des réseaux. Il suffit de regarder les chiffres, notamment de déploiement, peut-être que la mission très haut débit en donnera quelques-uns tout à l'heure. Aujourd'hui, la dynamique de déploiement du très haut débit, elle est fortement portée par les acteurs publics et par les réseaux. Et donc, il faut reconnaître cette place des acteurs publics comme pièce maîtresse des réseaux. Et en même temps, il faut garder à l'esprit cet écosystème extrêmement complexe dont je parlais. Juste pour en dire un mot, on a tous, je veux dire, dans notre esprit, rêvé ces dernières années, par exemple, d'avoir un grand projet de fibre optique sur tout le territoire, avec un opérateur neutre qui ouvrait ça à des opérateurs commerciaux, etc. Les télécoms, en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer parce que c'est un secteur où il y a de l'innovation. C'est vrai qu'un pont, c'est vrai qu'il y a de l'innovation dans un pont, dans une autoroute, le bitume, etc. Vous connaissez ça très bien. Mais bon, globalement, c'est un pont et une autoroute. Bon. Les télécoms, on ne sait pas. C'est-à-dire que, par exemple, on entend des projets, par exemple, Google serait prêt à mettre 1 milliard, je ne sais plus quel est le chiffre, 1 milliard de dollars, pour aider Elon Musk, vous savez, un des fondateurs d'eBay, patron de Tesla, et aujourd'hui patron de SpaceX, à envoyer une constellation de satellites dans l'espace. Je ne sais plus combien, 300 satellites. Alors, ce n'est pas les satellites, vous savez, géostationnaires qui sont à 36 000 km et qui mettent un quart de seconde de temps de latence. C'est des satellites qui seraient à 1200 km. C'est-à-dire qu'ils sont 30 fois plus près de la Terre. Ça veut dire que ça va 30 fois plus vite. Donc ça veut dire que votre demi-seconde de temps de latence,
en fait, c'est 10 millisecondes. 10 millisecondes, c'est moins que la différence que nous, on observe à l'ARCEP entre les opérateurs du marché du haut débit. Hein, entre Orange, Free, SFR et Bouygues, on observe plus de différence sur le haut débit ADSL, sur les mêmes réseaux, on observe plus de temps de latence que ça. Donc ça veut dire que demain, il y a peut-être, moi j'en sais rien, il y a peut-être un acteur qui est en capacité de fournir un service compétitif. Quand? J'en sais rien. Est-ce qu'il le fera? J'en sais rien. À quel prix? Peut-être que ce sera gratuit. Parce qu'effectivement, on voit bien que Google a quand même les poches profondes. Il pourrait fournir ce service gratuitement et se rémunérer sur les données qu'il aurait en échange de ce service qui serait fourni. On voit bien qu'il a une capacité aujourd'hui à la monétiser. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les objets connectés. On a tous une vision de nos réseaux télécoms, là, avec nos smartphones, nos tablettes, voilà, c'est bon, on a compris. On a compris, sauf qu'aujourd'hui, certes, ça, c'est la majorité de ce qui se passe. Mais dans 10 ans, ce sera une minorité. La majorité, ce seront des capteurs, des objets, des machines qui vont dialoguer. On n'en sait rien. Est-ce que le trafic sera plus important que l'autre trafic, celui des personnes? Peut-être pas. Mais en tout cas, les réseaux tels qu'on les pense aujourd'hui, dans 10 ans, ils n'auront sans doute rien à voir. Et donc, c'est pour cette raison de l'innovation technologique qu'il y a un choix qui a été fait en Europe, qui n'est pas un choix idéologique, et le choix de dire les télécoms, ça doit d'abord être porté par le marché. Parce que le marché, je suis désolé, je ne suis pas en train de faire de la pub, je vous explique la logique. Tel que je l'ai compris moi, en tout cas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a du dogmatisme, enfin en tout cas, moi je l'interprète comme ça. Il n'y a que le marché qui peut faire les bons choix technologiques. Parce qu'en fait, il ne fait pas les bons choix technologiques. Il avance en mode essai-erreur. Le marché, il se trompe. Il y a des gens qui essaient des choses, qui réussissent, il y en a qui meurent, à la fin ça fusionne, ça machin, etc. Et donc il y a cette espèce d'entropie, cette espèce de chaos, de mouvement brownien, dont on estime que c'est le seul qui peut nous permettre d'arriver au meilleur choix technologique. Et donc, vous voyez bien dans ce cadre-là, oui, les collectivités, oui, sont un acteur majeur des réseaux, oui. Aujourd'hui, on le voit bien dans les territoires où il n'y a pas, justement, de rentabilité économique du marché. Oui, on voit bien que ce sera avec ces acteurs-là qu'il faudra compter. C'est sur vous qu'on compte, c'est sur vous qu'on compte les Français. Et en même temps, c'est compliqué. Il y a cette diversité, il y a cette complexité technologique, et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais finir par 2 mots sur le très haut débit. J'ai l'impression que je vous ai plombé, là. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Bon, on a publié un observatoire du haut débit, du très haut débit, dont on peut être fier, non pas de l'observatoire, mais des résultats, puisque ce qu'on observe, c'est une dynamique extrêmement forte sur le très haut débit. Vous savez, il y a toujours des sceptiques dans la vie, et il y a notamment des sceptiques du très haut débit qui disent « Oh là là, vous savez, le haut débit, c'est très bien, tout ça. » Bon. Bah, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils veulent le très haut débit. Alors d'abord, dans les gens qui veulent, il y a les opérateurs. Nous, ce qu'on voit, c'est que les opérateurs déploient massivement le très haut débit. Les chiffres aujourd'hui de couverture du territoire, je ne vais pas vous plomber avec des chiffres, mais donc nous on évalue à plus de 13 millions de foyers de logements qui sont couverts aujourd'hui en très haut débit, ce qui représente une hausse de 20% en un an. 20% par an, déploiement de réseau, c'est quand même un truc assez sympathique. Et notamment plus de 4 millions en FTTH avec une progression de 37% en un an. Donc nous on voit que les opérateurs, publics et privés, mais privés aussi, ils veulent cette fibre. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que les consommateurs aussi ils la veulent. Et là-dessus, effectivement, on entend toujours aussi, est-ce qu'il y a l'ARPU, est-ce qu'il y a le truc, est-ce qu'il y a le machin. Nous, on voit effectivement ce mouvement massif des gens pour le très haut débit. 3 millions d'abonnements au très haut débit, je crois que c'est quand même un chiffre dont il faut se féliciter, plus 50% en un an, la dynamique est là. Je ne sais pas si la croissance est là, je ne sais pas si la reprise est là, mais je peux vous dire, dans le très haut débit, c'est là. Voilà. Et puis un taux de pénétration dans les réseaux en fibre qui est de 23%. Alors 23%, évidemment, il y a le verre à moitié vide, qui est de dire, ah bah quand même, ça veut dire qu'il y a quand même 77% de ces réseaux qui ne sont pas rentabilisés par des abonnements, mais c'est le début. C'est parce que les premiers réseaux qui arrivent, par définition, ils sont vides. Ça veut dire que ceux qui ont été déployés il y a 1 ou 2 ans, ceux-là, ils sont à plus que 23%. Ils sont peut-être à 30, à 40%. Ça veut dire que ça se remplit, ça rentre. C'est en train de marcher le très haut débit. C'est une réalité. Et donc,
je vais conclure sur ces mots, ça fait 3 fois que je dis que je vais conclure, donc là je vais faire pour de vrai. Je vais conclure par des débats législatifs qui en ce moment, et si j'ai parlé d'amendement à la place d'abonnement, c'est bien que j'avais déjà mon point suivant en tête. Il y a en ce moment, vous le savez, des débats législatifs pour savoir quel est le degré d'accompagnement qu'il doit y avoir sur la tarification des RIP. Est-ce que les RIP doivent fixer leurs tarifs de manière souveraine, dans le respect bien évidemment des principes du 14-25-1, dont je vous économiserai le rappel, mais qui quand même fixent un cadre, ou est-ce qu'on estime qu'il y a quelque chose de plus à faire? Est-ce que ce rôle justement structurant dont on a parlé des collectivités territoriales, il n'appelle pas aussi une forme, peut-être pas de régulation, je ne vais pas vous dire ce gros mot, mais une forme d'accompagnement de cette tarification? Et là, je crois qu'il faut qu'on soit dans la continuation de notre maturité, cette maturité dont je parlais. Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver le bon terrain d'entente sur ce sujet. Il y a encore un peu de chemin. Moi, je sens qu'effectivement, les points de vue sont assez différents sur ce sujet. Moi, ce que je veux vous dire, c'est 2 choses. C'est que premièrement, c'est ce que je vous ai dit au début, l'ARCEP est là, et elle est là pour vous aider. Et nous, il y a un chantier qu'on a lancé, c'est celui de la tarification du cuivre. Et la première chose que nous, on estime nécessaire, c'est de faire en sorte que la tarification du cuivre, elle aide le déploiement du très haut débit. Et ça, c'est la première chose que nous, on va faire, quoi qu'il arrive, et indépendamment de ces dispositions législatives. Et vous savez que c'est un chantier que j'ai annoncé dès ma nomination. Paul Champsor, dans son rapport, propose de définir des zones fibrées à l'intérieur desquelles la tarification du cuivre pourrait augmenter de manière à inciter à la bascule. Dans le reste du territoire, elle resterait, la tarification du cuivre resterait la même. Je ne suis évidemment pas en position de me prononcer aujourd'hui là-dessus, ça nécessite beaucoup de travaux, je dois délibérer cette affaire avec mon collège, mais c'est une idée intéressante, il faut y réfléchir, et ce que je peux vous dire en tout cas, je ne sais pas quel sera notre point d'atterrissage, mais notre volonté dans ce dossier, c'est bien à travers la tarification du cuivre, d'aider le très haut débit, et ça on le fera quoi qu'il arrive. Sur le reste, je crois que sur ces questions de tarification du très haut débit, je ne veux pas préempter les débats parlementaires. Simplement, je crois qu'il faut qu'on arrive à un point d'équilibre entre 2 choses. Premièrement, ces réseaux à très haut débit, je le disais au début, ils ne sont pas là pour se faire plaisir, ils sont là pour apporter un service aux citoyens. Et ce service que veulent les citoyens, c'est le même service que dans les territoires qui sont denses. Et ça veut dire que la manière dont on établit ces réseaux doit permettre l'établissement d'un marché national. Et donc, c'est logique qu'il y ait, à un certain degré, une recherche d'homogénéité dans cette tarification. Et en même temps, si on donne la main aux collectivités pour construire des réseaux, il faut qu'elles aient une liberté commerciale, il faut qu'elles puissent avoir un dialogue qui leur permet de faire venir des opérateurs sur leur réseau. Et donc, il faut qu'il y ait une flexibilité qui soit suffisante pour permettre d'enclencher une dynamique et de construire dans la durée quelque chose qui soit cohérent avec l'ensemble de ce qui est construit au niveau national. Donc, je crois que dans cette affaire, voilà, moi je ne peux pas conclure à ce stade, mais ce n'est pas à moi de le faire, ce sera au Parlement. Je dirais, voilà, il y a des points de vue, il y a des choses qu'on entend de part et d'autre. Moi, ce dont je voudrais vous assurer, c'est que l'ARCEP, dans cette affaire, restera à sa place. Sa place, c'est d'aider les collectivités qui souhaitent se saisir des réseaux et non pas leur donner des leçons. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Sébastien, vous n'avez pas été long du tout, vous avez parfaitement respecté votre timing, ce qui nous offre la perspective peut-être de prendre 2 questions courtes, si vous en êtes d'accord. 2 questions courtes. Pas des remarques, pas des commentaires, des questions. Enfin, pas si courtes que ça non plus. Michel Lebon. Dans son rapport, Michel Lebon, consultant, dans son rapport, M. Champsor a également mentionné la possibilité, l'intérêt de remettre en cause les modalités de financement de la montée en débit dans les territoires et d'amener les opérateurs du cuivre, ce qu'on appelle l'oligopole, à contribuer au financement de cette montée en débit dans un modèle un peu différent. J'ai plus la citation sous les yeux.
Et on a là la porte ouverte à l'éventualité du financement des futurs déploiements FTTH de ces collectivités par ce qu'elles font en termes de montée en débit, ce qu'elles valident sur leur territoire. Est-ce que vous pensez inclure ce point-là dans les travaux de l'ARCEP? Merci de cette question. Alors c'est un peu difficile de répondre précisément puisque ça fait quelques semaines que j'entends beaucoup de choses sur la montée en débit et je ne me suis pas fait de religion sur effectivement qu'est-ce qu'il fallait amender ou pas dans le dispositif existant, dans un sens, dans un autre. Je n'ai vraiment aucun a priori sur le sujet, donc c'est un petit peu difficile de vous répondre. Je vais répondre de manière un peu plus macro. Je dirais ce que tous on veut, c'est le meilleur réseau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à terme, je crois qu'on est tous portés par une ambition technologique qui est forte. Et cette ambition technologique, c'est la fibre jusqu'à la bonne. Enfin, jusqu'au bas de la porte, enfin bref, pas loin. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et il faut maintenir à un certain degré cette ambition. Et en même temps, voilà, je crois qu'il faut être pragmatique par rapport aux attentes de certains territoires et accepter qu'il y ait des solutions intermédiaires. Encore une fois, moi, ce que je crois profondément, c'est que c'est aux élus de faire des choix technologiques qui leur permettent de pouvoir créer des priorités entre les populations en tenant compte des attentes, en tenant compte des débits existants, en tenant compte des entreprises qui sont présentes et des sites publics qui sont évidemment importantes, et puis de la géographie, des fois, enfin, je veux dire, pas de bol, il y a un endroit assez plus difficile d'aller qu'un autre. Et donc, voilà, moi, la big picture pour moi, mais je suis désolé, je ne réponds pas à votre question, c'est que la montée en débit, ça doit faire partie de la palette d'outils. Elle doit être proposée de manière loyale, de manière efficace, et que voilà, ça doit faire partie de la palette, mais que ça ne doit pas non plus être notre seul horizon. Voilà. Une question ici, puis une troisième là, mais pas plus. Oui, Alain Lenoir, dirigeant des associations d'utilisateurs de télécom en France, AFUT et Crestel. C'est pour Crestel qui s'occupe des entreprises quelle est ma question. Vous avez dit que vous vouliez écouter les collectivités territoriales. Nous faisons toute confiance et nous sommes fanats des RIP. Nous n'avons pas de problème sur les grands publics. Et nous voulons même que le programme soit accéléré le plus vite possible. On prend du retard. En revanche, il y a un vrai problème sur les PME et les RIP qui sont destinés aux zones d'activité et aux PME. Un énorme problème que les collectivités ne savent pas résoudre. Moi j'accompagne des départements et je vois qu'elles ont du mal à résoudre parce que ce n'est pas un problème de construire le réseau, c'est un problème d'adhésion des PME vis-à-vis du fournisseur de services final et des tarifs qu'on donnera. Et nous proposons, nous sommes Crestel, une association qui figure dans votre compte-rendu d'activité 2014 et la seule association qui existe à part le SIGREF, mais qui s'occupe plutôt des grands comptes. Nous proposons de créer une commission et d'animer, nous, une commission avec les opérateurs d'opérateurs et des responsables numériques de certains départements pour voir les freins. Moi, je suis les Yvelines. Ils ont investi 17 millions d'euros sur un RIP pour les PME de 70 zones d'activité, 3000 PME. Ce réseau est fait et construit depuis 2012. Il a 3 clients. Et ces 17 millions sont de l'argent perdu, l'argent du contribuable. Ok, merci. Bon, c'est toujours difficile de prendre un cas particulier, je ne connais pas le contexte, etc. Donc je me garderai bien de me prononcer sur les points que vous avez donnés. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir répondre avec précision parce que je prends connaissance d'un certain nombre de dossiers. Moi, je crois que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aux collectivités qu'elles n'ont pas de légitimité à s'occuper de leur PME. Je crois que ce serait un non-sens. Parce que dans la question de l'aménagement du territoire, il y a bien évidemment un enjeu de compétitivité. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc ça, me semble-t-il, c'est quand même un élément important. Et il est d'autant plus important qu'à l'échelle nationale, il faut qu'on regarde avec humilité les classements de la France en matière de numérique. Et autant
certains sujets sur lesquels on peut se réjouir. On devient de meilleur en meilleur sur la question des startups, sur les usages publics numériques. Enfin, il y a beaucoup de choses sur l'open data. On est devenu troisième. Enfin, beaucoup de choses positives. Mais il y a un point noir sur le tableau, c'est l'équipement des PME et des TPE en numérique. Donc, voilà, moi, j'ai pas de réponse très précise à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ARCEP souhaite se saisir fortement de cette question. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons travailler. Nous allons vraisemblablement proposer aux acteurs de mettre en place une sorte de forum qui pourrait rejoindre votre initiative et on pourrait, le cas échéant, travailler ensemble dans ce cadre-là pour justement mettre autour de la table les différents acteurs, avoir une qualité de dialogue plus fine avec les entreprises. Il faut qu'on arrête de penser les télécoms d'entreprise comme des télécoms d'entreprise, mais comme vraiment le besoin de télécoms des entreprises en partant des entreprises et pas des télécoms, tout le respect que j'ai pour les opérateurs. Et donc ça suppose de comprendre précisément quelles sont leurs demandes, quelles sont les réalités de terrain, comment est-ce que les accès Internet vont se coupler demain avec du cloud ou pas. Voilà, de vraiment rentrer dans les détails, de voir quelle est cette demande précisément. Et nous, le cas échéant, voilà, on pourra être amené à faire des propositions sur ce plan, sur ce plan dans un second temps. Mais voilà, à ce stade, je peux juste vous dire que nous serons, que ça fait partie de notre ambition. David Elfassi, une infrastructure. Avant de poser ma question, plutôt ma proposition, si vous le permettez, M. Soriano, je vais apporter un complément de réponse par rapport à la question qui vient d'être faite à l'instant. Et en parlant d'ailleurs, je pense, au nom un petit peu de tous les opérateurs de réseaux d'initiative publique. Il y a bien longtemps qu'on a vu que dans l'ancien modèle, on avait de la DSL pour les toutes petites entreprises, on avait du SDSL pour les PME, on avait de la fibre optique pour les plus grandes entreprises. Et aujourd'hui, il est vrai que dans les catalogues de services, ce qui correspond à ce qui était le SDSL avant est un petit peu un pan manquant dans les catalogues de services. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les opérateurs y travaillent pour pouvoir proposer en fait des prix de détail qui sont équivalents à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le cuivre, mais évidemment avec beaucoup plus de débit. Donc c'est vraiment un problème qui est en passe d'être résolu. Et si vous regardez bien les catalogues des réseaux d'initiative publique, et on en a proposé même aux Yvelines, il y a vraiment de quoi répondre à toute la palette de demandes au niveau des entreprises. Voilà, ça c'était le petit complément de réponse. Et sinon, la petite proposition que je faisais, je vous en ai déjà parlé, mais en fait, au démarrage, avant que le plan s'appelle le plan France Très Haut Débit, l'ex-gouvernement avait lancé son plan et avait d'ailleurs démarré son plan avec la création de 6 pilotes sur le territoire national. Pour notre part, nous avons déployé le village de Montbrac en Lozère, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, par rapport aux propositions du rapport Champsor, ce qu'on propose, c'est de capitaliser sur ces pilotes. Et pourquoi pas proposer des communes qui ont été justement, dans le cadre du pilote, intégralement fibrées en fibre. Alors c'est vrai que c'est à petite échelle, mais c'est aussi le but d'un pilote. Il est plus simple de travailler sur des prises que sur beaucoup plus. Donc on propose, alors on ne fait pas la course à Monsieur Augier par rapport à Cœur-Côte-Fleury, mais évidemment on pense qu'il pourrait être intéressant de capitaliser sur ces pilotes dans le cadre des propositions de M. Champsor. Merci, enfin je veux dire, c'est un point à regarder avec le gouvernement, ça me permet de rebondir sur la proposition de M. Augier. Pour dire que, c'est une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'évidemment on est d'autant plus heureux, enfin l'ARCEP est d'autant plus heureuse de participer à cet événement que c'est un territoire à point. Alors, voilà, après, on peut avoir des opinions, des tensions, à un moment, dans les négociations avec les acteurs, etc. Mais enfin, voilà, il faut saluer une dynamique locale qui est exemplaire. Bien évidemment, je souhaitais bien évidemment souligner ce point géographique important. Le prochain Craco, c'est... Oula, en 18 mars. C'est demain. 18 mars. Et le plénier sera le 1er décembre, c'est ça? Début décembre. Voilà. Super. Rendez-vous est pris pour cette démarche d'écoute et de coopération dont on fait rien. Merci encore. On peut vous applaudir à nouveau.